Merci Emmanuel. Effectivement, les discussions qui ont eu lieu dans le milieu scientifique sur les aspects techniques, sur l'architecture de cette application, elles se sont reproduites dans les institutions à la fois européennes et nationales qui toutes sont venues donner un mot sur cette application de traçage, la Commission européenne, le Parlement européen, le Comité européen de protection des données, au Conseil de l'Europe également, et puis les institutions nationales. Et je mentionnerai tout particulièrement la CNIL, dont l'avis peut être traduit par un oui, mais, ce qui sans doute répond à la position mesurée d'Emmanuel, un oui, mais dans lequel il y a une phrase symbolique, à mon sens, particulièrement importante, et qui nous dit que le recours à des formes inédites de traitement de données peut créer dans la population un phénomène d'accoutumance propre à dégrader le niveau de protection de la vie privée. C'est l'accoutumance qui est ici présentée comme un risque. La position des institutions du Conseil de l'Europe est encore plus dubitative puisqu'elle évoque l'absence de preuve de l'efficacité. C'est des questions qu'abordait Emmanuel. Alors, d'un point de vue juridique, j'ai choisi une analyse sans trop de rigueur, en prenant un angle d'analyse droits et libertés et en me posant les trois questions classiques que se pose la Cour EDH lorsqu'elle constate qu'il y a potentiellement une atteinte à un droit fondamental. La première question, et ça rejoindra les interrogations RGPD, bien évidemment, qui seront saupoudrées. La première question, c'est celle de la légalité. Quelle est la base juridique qui va permettre de justifier une telle application si elle venait à être adoptée? Alors, Emmanuel nous a expliqué le fonctionnement. Il y a le recours à ce qu'on appelle la pseudonymisation, c'est-à-dire que chaque utilisateur reçoit un identifiant crypté. Mais la pseudonymisation, ce n'est pas l'anonymat, comme l'a prétendu le président de la République dans son adresse du 13 avril 2020, ou comme a pu le rappeler le ministre de la Santé. Et la différence, elle est très importante parce que lorsqu'on parle de pseudonymat, cela permet l'application du RGPD, cela permet donc l'application des dispositions protectrices de la vie privée, puisqu'il y a toujours un moyen de réidentifier la personne, puisque l'identifiant se rattache à un terminal. Application du RGPD donc, ce qui demande à identifier le critère qui va permettre de rendre licite le traitement. Alors, on nous a parlé à cet égard de volontariat. Volontariat dans le téléchargement, l'installation de l'application, volontariat dans l'activation du Bluetooth, etc. Mais la question qui se pose au regard du RGPD, c'est de savoir si le volontariat signifie consentement comme base licite au traitement de données à caractère personnel. Et à cet égard, il faut dire que le consentement ne peut pas être une base pour établir la licéité de ce traitement. Alors certes, il y a quelques louvoiements de la part des institutions européennes qui disent simplement leur préférence pour une autre base qui serait tout simplement la santé publique, cet intérêt public important qui pourrait servir de base. Mais le consentement ne peut pas être utilisé. Pourquoi? Parce que l'on sait très bien qu'il y a un risque que ce consentement ne soit pas libre, un risque que l'accès au commerce, à la voie publique, l'accès aux soins ne puisse être subordonné officiellement ou officieusement à l'installation de l'application sur son téléphone. Certains ont même évoqué la théorie des nudges, c'est-à-dire des subterfuges vertueux, c'est-à-dire en réalité tendre une carotte pour que les personnes installent l'application. Dans ces conditions, le consentement ne saurait être libre et il ne saurait d'autant moins être libre qu'aujourd'hui, le tweet d'un ministre vaut prescription. Et les ministres sont bien tentés de tweeter que cette application est indispensable pour lutter contre la propagation du virus. Dans ces conditions, et parce que la volonté du gouvernement était de procéder de façon démocratique, le meilleur fondement, la meilleure base, c'est une loi ou un règlement qui viendrait fonder ce traitement. Alors, s'il y a effectivement une telle loi qui est adoptée, eh bien, il y a une petite question qui s'est posée à moi aujourd'hui, car notre collègue qui est ici présent, le professeur Slam, a posté ce matin le projet de loi de prorogation de l'état d'urgence sanitaire. Et à l'intérieur, il y a un article 6, alors que j'ai lu un petit peu rapidement, mais qui est suffisamment mal rédigé pour permettre qu'une ordonnance soit adoptée et fonde le traitement Stop Covid. Alors, nous verrons si telle est bien l'intention du gouvernement. Pour l'instant, les choses sont sans doute beaucoup trop floues. Deuxième stade du raisonnement en matière de droits et libertés, la légitimité. Évidemment, la santé publique, la protection de la santé publique constitue un objectif légitime. Mais derrière cette légitimité, il faut aussi éclaircir les finalités qui seront celles de ce traitement.
Le traitement ne doit servir en tout et pour tout qu'à alerter l'utilisateur sur sa rencontre avec une personne à risque. Il ne doit pas se transformer en un dispositif qui permettrait de décider ou de surveiller le respect des mesures de confinement individuelles, ni d'ailleurs, comme il ne devrait pas se transformer en un moyen de prendre contact avec l'utilisateur qui se serait déclaré malade. Il y a donc des dérives qui existent, qui constituent des risques importants pour la protection de la vie privée, notamment la communication des données à des tiers. En effet, dans les informations qui nous ont été données sur le développement de cette application, l'on voit que plusieurs industriels sont impliqués, notamment Orange, qui s'en fait l'écho. Quel sera l'accès de ces industriels? Quelles sont les portes techniques dont ils disposeront et quels seront donc l'accès aux données qui leur seront ouvertes dans cette mesure? Et puis, il y a la question évidemment de l'accès des autorités publiques. Dans quelle mesure le ministère de la Santé pourra extraire des données? Dans quelle mesure les autorités étrangères pourraient éventuellement en extraire? Troisième point, c'est la nécessité dans une société démocratique d'une telle mesure. Est-ce que cette application est adéquate au regard de l'objectif poursuivi? Et c'est là qu'intervient le débat qu'a abordé Emmanuel sur l'efficacité, sur l'utilité de cette application. Il y a des questions techniques, Emmanuel l'a dit, l'approximation du système Bluetooth, les risques de faux contacts, le non-fonctionnement du Bluetooth en arrière-plan, qui est l'objet du bras de fer entre le ministère de la Santé et Apple, que Orange d'ailleurs se propose de résoudre en grand seigneur. Il y a aussi des questions pragmatiques, l'équipement de la population en téléphone, sachant que les populations à risque sont les personnes âgées, a priori, relativement peu équipées. Il y a aussi la question des porteurs asymptomatiques que sont les mineurs et pour lesquels les traitements de données sont en principe interdits lorsqu'ils sont consentis, d'où la nécessité de la loi si l'on veut être cynique. Il y a aussi le niveau de l'équipement. Toutes les applications seront-elles compatibles avec tous les téléphones? Et puis, il y a aussi la concurrence d'éventuelles autres applications. On a appris aujourd'hui qu'il existait une application Stop Covid géorgienne sur laquelle s'étaient rués de nombreux Français. Et puis, il y a les questions d'utilisation également. La fiabilité de l'application, Emmanuel l'évoquait en quelques mots, la question des faux positifs. Le schéma qu'il a présenté, effectivement, propose le système d'un code unique qui serait transmis aux soignants et qui pourrait donner la personne devant déclarer sa maladie. Mais les choses ne sont pour l'instant pas arrêtées et cette question des faux positifs est un véritable point noir. Elle est d'autant plus importante qu'elle implique une autorestriction de la liberté de circulation des personnes. Puis il y a la question de l'absence de déclaration de la maladie et aussi la question des flux massifs. Emmanuel parlait d'une chorale et de la question des flux vocaux, mais il y a la question des transports en commun dans lesquels la personne va se retrouver massée au milieu des autres et malgré les marquages au sol dans les métros parisiens comme lyonnais, je ne doute pas que nous nous retrouvions serrés comme des sardines. Alors cette mesure est-elle nécessaire au regard du but recherché? Est-ce qu'il n'y a pas des moyens moins intrusifs que celui du traçage numérique? Le traçage numérique, c'est un substitut au traçage humain. Or, le Premier ministre nous a annoncé la mise en place de brigades départementales devant assurer le traçage humain. Est-ce que l'avantage du traçage numérique est supérieur à celui du traçage humain? Voilà une question qui reste en suspens, j'en conviens, mais qui est déterminante à cet égard et qui montre le besoin qui n'a pas encore été évoqué par le gouvernement, mais qui a été évoqué par l'Académie de médecine, qui a été évoqué par le Conseil national du numérique, c'est celle d'une évaluation régulière de l'application pour vérifier son utilité et vérifier qu'on ne va pas au-delà des avantages qu'elle pourrait apporter. Et puis, dernier point, c'est la proportionnalité. Il ne faut pas que cette application fasse peser sur la personne concernée une charge excessive. En principe, le système empêche de savoir qui est la personne à risque. L'on sait simplement qu'on a été en contact avec une personne. L'on ne devrait même pas savoir à quelle date et à quelle heure pour empêcher cette réidentification. L'architecture du système devrait ne pas faire peser un risque trop important parce que, nous l'a dit Emmanuel, il y a des débats en fait sur un système centralisé, décentralisé, semi-centralisé, etc., avec une question de savoir dans quelle mesure des données sont conservées dans un serveur central parce que c'est jugé l'élément le plus risqué. Mais autre élément important, c'est celui de la minimisation des données. Pour que cette application soit la moins attentatoire possible, il est nécessaire que l'utilisateur livre un minimum de données.
Il ne devrait pas livrer son nom, son prénom, sa date de naissance, son numéro de téléphone ou son mail. C'est acquis. Il ne devrait avoir à livrer finalement que son état de maladie, une donnée de santé. Mais ça reste une donnée dite sensible, une donnée dont le traitement est en principe interdit, une donnée qui donc doit faire l'objet d'une protection toute particulière, ce qui rend d'autant plus difficile cette protection. Et puis il y a la question, dernière question que je vais aborder, c'est la question de la limitation de la conservation. Limitation de la conservation des données. D'abord, limitation de la conservation des historiques sur le téléphone de chacun, historique des personnes qu'on a rencontrées et qui sert pour déclencher les alertes. Limitation de la déclaration de la maladie qui remonte au serveur central. Ces données ne devraient être conservées que pour la durée nécessaire à alerter les autres utilisateurs. Et puis, limitation des données relatives aux personnes qui ont été alertées, afin, là encore, d'éviter une forme de traçage insidieux qui pourrait être réalisé. Et pour terminer mon propos, j'ai vu aujourd'hui que sur le site du Monde, Alain Damasio répondait à quelques questions en live et il évoquait très justement, non pas l'image, j'en suis désolé pour les amateurs, un peu désuète de 1984, mais il évoquait l'image nouvelle qu'il a notamment développée dans la zone du dehors et qui n'est pas aussi poussée encore, mais on s'en approche. Il évoquait en ces termes le Big Mother, c'est-à-dire cette volonté maternelle de protection insidieuse qui nous fait croire que par notre consentement, nous sommes protégés, alors que c'est une forme rampante de surveillance qui s'étend jusqu'à nous. Je vous remercie.